j'ai découvert qu'il existait un autre monde, c'est-à-dire que pour comprendre le réel empirique, il faut en passer par des lois physiques qui sont complètement orthogonales à l'observation. C'est-à-dire que, et ça rejoint peut-être, c'est une question que j'aurais voulu poser à Johnny Wilkinson, parce que la physique moderne, celle qui naît avec, disons, Galilée, Newton, et qui a été prolongée par Einstein et puis par les pères fondateurs de la physique quantique dont j'ai parlé, il y a un philosophe des sciences qui s'appelle Coiré qui dit le but de la physique moderne, le pari qu'elle fait, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire par des lois qui sont en contradiction avec l'observation. Les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, et Galilée arrive et dit non, tous les corps tombent de la même façon, ce qui est contradictoire avec l'observation. Et la physique quantique joue à plein cette espèce de différence qu'il y a entre les lois physiques telles qu'on les énonce, et puis l'observation. Après, il faut faire le lien. Et donc, expliquer le réel par l'impossible, c'est le but de la physique, ou le pari qu'elle fait, et qu'elle continue de faire d'ailleurs. Alors que le rugby, enfin moi j'y connais rien, enfin, même si j'ai suivi des cours grâce à des journalistes de l'équipe qui m'ont reçu gentiment et qui m'ont expliqué 2-3 règles, j'ai vu quelques films où j'ai vu le drop de 2003, je l'ai même vu en direct, et j'ai l'impression que le but du rugby c'est de démontrer l'impossibilité de l'impossible par le réel. C'est-à-dire, vous faites des trucs, je ne voudrais pas être à votre place une seule seconde, c'est-à-dire que vous avez un ballon qui vous arrive, je ne sais pas comment, et tout d'un coup, il a une valeur infinie, et il y a des tas de types qui vous tombent dessus avec des masses qui flirtent le quintal. Je préfère mon métier, très franchement. Mais vous essayez de faire des choses qui sont a priori impossibles, mais comme vous les faites, elles ne sont plus impossibles. Oui, tu veux que je réponde? À essayer en tout cas. Oui, non. Si je commence à parler à quelque chose de complètement différent, il faut me dire. Oui. Non. Alors, il faut commencer par dire que moi, je comprends aussi juste 2 ou 3 règles. Alors comme ça, on est. Mais c'est beaucoup. Mais crois en moi, c'est beaucoup plus facile comme ça. Oui, non, c'est intéressant ça parce que si moi je n'en parle pas souvent, mais le drop de 2003, c'était quelque chose intéressant parce que moi j'ai passé beaucoup de temps avant sur le terrain d'entraînement en faisant des drops et peut-être je sais pas combien, mais Johnny, on peut peut-être le voir, le drop de 2003. C'est l'extrait numéro 4. On va le voir en grand écran. J'imagine que ça doit être la énième fois, mais non, mais ça fait longtemps que je le vois. Ça arrive. Donc juste pour mettre dans le contexte, c'est la finale de la Coupe du Monde de 2003. On est en 2e période de prolongation et il reste 30 secondes à jouer. Il reste 30 secondes à jouer et les 2 équipes sont à égalité. Et vous passez le drop qui fait gagner l'Angleterre sur votre mauvais pied. Et vous le passez sur votre mauvais pied, je tiens à préciser. Ouais. Vous êtes gaucher, vous le passez du pied droit. Oui, mais je me souviens de ça maintenant, oui. Oui. Mais oui, ce que je disais, c'est intéressant parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le pelouse d'entraînement et c'était bizarre que le final de la Coupe du Monde, le dernier minute d'après-temps, deux équipes, l'équipe australienne et on jouait en Australie à l'époque, dans le plus grand stade que j'ai jamais joué, et le dernier moment, le ballon est arrivé
dans mes mains, et c'était pour moi de faire quelque chose que j'ai imaginé, je ne sais pas combien de fois, mais combien de fois que j'étais sur le terrain et je me disais, alors c'est la fin, est-ce que je serai prêt pour la fin de la Coupe du Monde? Et on le dit souvent, tous les gamins, moi j'étais gamin comme ça, alors c'est la fin de la Coupe du Monde, alors il reste 3, 2, 1, c'est pour moi ça. Et c'est bizarre que c'est arrivé comme ça. Et moi je demande si c'était réel, parce que est-ce que le monde est réel? Parce que est-ce que c'est possible de créer quelque chose comme ça? Et je pense que peut-être c'est pour moi. Moi, je l'ai créé, mais ça c'est pourquoi c'est le monde individuel pour moi. Alors moi, je crée la situation ici avec tout le monde ici. C'est les parties de l'imagination de moi. Et alors comme ça, je pense que c'est possible de comprendre l'impossible, parce que c'est nous qui décidons l'impossible et qui le fait arriver. Mais c'est bizarre. Moi, je me demande souvent si le monde, c'est un peu comme le film Matrix. C'est juste un monde autour de moi et il n'y a aucune autre personne ici. C'est juste moi et la tête. Et j'espère que ce n'est pas la vérité. Peut-être c'est oui, mais oui, c'est bizarre et je me demande souvent la question. Jean-Élie Poulos, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais revenir justement sur ça. Et le rugby est un jeu beaucoup trop compliqué pour l'analyser vraiment du point de vue physique, mathématique. Mais les gens ont analysé justement ce que je disais tout à l'heure, les gens ont analysé des jeux beaucoup plus simples comme le billard. Et le billard français, comme vous savez, vous avez 3 balles sur la table, et il faut arriver avec une de taper les autres. Et vous savez qu'il y a des grands spécialistes qui arrivent. Alors, ça c'est quelque chose qu'on peut calculer, je vous le donne comme problème aux élèves. Calculer, si vous prenez des configurations un peu bizarroïdes, pas une configuration très simple, n'est-ce pas? Calculer avec quelle précision on doit taper la première balle pour être sûr de réussir les 2 autres. Et c'est facile à voir qu'il y a un très grand nombre de configurations. En fait, la plupart des configurations, les autres font un ensemble de mesures nulles, comme on dit en mathématiques. Alors, donc, la plupart des configurations sont telles que la précision avec laquelle vous devez taper sur la première balle dépasse la résolution angulaire de l'œil. Et je suis prêt à parier, tout ce que vous voulez, que la précision avec laquelle Johnny Wilkinson tape sur le ballon rugby dépasse de loin la résolution angulaire de l'œil. Donc il y a quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas qu'on est en train de résoudre l'équation de mouvement pour trouver comment le faire, c'est lorsqu'il dit qu'il le pense plusieurs fois, qu'il répète ce geste, même mentalement plusieurs fois, je pense que c'est vrai. Et je pense que les grands champions font comme ça. Et on a un exemple ici. Dans le cas du rugby, je pense que la notion de hasard est une notion relative, c'est-à-dire ça dépend du joueur. Si je tape dans un ballon, moi qui n'ai jamais joué au rugby, la probabilité qu'il aille dans une direction donnée est la même pour toutes les directions. C'est-à-dire, j'ai ce qu'on pourrait appeler le coup de pied isotrope. Mais je pense que Johnny Wilkinson, alors que le mouvement est complètement déterministe, il n'y a aucun hasard dedans, c'est-à-dire c'est complètement déterminé par l'action de la force sur le point d'impact du ballon, la résistance de l'air, etc. Donc il n'y a aucun hasard. Mais je pense que le travail qu'il fait à l'entraînement, c'est un travail qui consiste à justement faire en sorte qu'il y ait du déterminisme explicite dans son geste, alors que dans le mien, il n'est qu'implicite. Mais j'avais une question parce que les journalistes de l'équipe qui m'ont formé au rugby hier, dans un cours express, m'ont dit que quand vous tiriez non pas un drop mais une pénalité, vous avez une image mentale qui correspond à une jeune fille, je crois, on arrête là, on s'arrête là. À laquelle vous avez donné un prénom et qui mange une glace ou qui boit du coca, ça dépend. Et le but que vous vous donnez, c'est de dégommer la boule de glace de cette jeune fille.
Je voulais savoir si c'était des racontars de journalistes ou si c'est quelque chose que vous êtes prêt à dire en public. Enfin, Oui, mais malheureusement, la plupart de ça, c'est vrai. C'était mon entraîneur de tir au but qui m'a donné l'idée et qui m'a appris la chose que tu en parlais. Et c'était pour deux choses, je pense, de trouver, on le dit quand on s'entraîne, on le dit le milieu du milieu. Alors ça veut dire que on ne sait pas de faire passer le ballon entre les poteaux, mais on essaie de faire passer le ballon entre les poteaux, exactement au milieu du poteau. Alors comme ça, on a commencé d'utiliser les sièges certains derrière le poteau, dans la tribune. On commence avec un seul siège de 40 mètres et on essaie de le frapper. Comme ça, on commence à trouver quelque chose si précis. Après ça, c'était lui aussi, pas moi, qui a créé l'image d'une femme, petite fille, avec, c'était pour lui une glace, mais c'était pour moi le Coca-Light, toujours le Coca-Light. Mais oui, c'était la même chose. C'était pour créer quelque chose de très précis, mais c'était aussi pour aider la visualisation des choses, pour avoir quelque chose que c'était facile à créer dans sa tête, de créer quelque chose comme ça. Ça m'a aidé à visualiser le geste entier. Alors comme ça, je commence avec le ballon, je commence aussi, quand je le fais en réel, je commence avec la sensation du pied. Alors le point exact où je vais faire contact avec le ballon. Et je le sens avant de le faire. Dans ma tête, je vois le trajectoire exact du ballon. Et puis, je vois le résultat aussi. J'essaie de temps en temps de ressentir les émotions, les sensations de succès aussi. Et ça fait partie de grands gestes. Et je pense que c'est mieux pas tout le temps. Il faut commencer aussi avec les choses en réel. Mais pour moi, c'est mieux de temps en temps de le faire, de m'entraîner seulement dans ma tête. Parce que c'est possible de faire un entraînement complètement parfait dans ma tête. Je ne peux pas avoir les échecs. Et comme ça, je peux créer des bonnes habitudes. Alors, de temps en temps, je mets un ballon par terre et j'arrive jusqu'au point où je vais le taper et puis j'arrête. Je fais toute la visualisation, je vois le ballon et je me convainc que c'était un coup de pied exactement parfait et puis j'enlève le ballon et je fais un autre. Et comme ça, je pense que moi, j'essaie de créer un monde dans la tête qui correspond exactement avec le monde réel. Oui. Je pense que oui, vous serez très bien comme ça, oui. Mais non, c'est bizarre. Moi, j'essaie de faire correspondre les deux exemples dans la tête et dans les choses réelles. Je sais pas si ça fonctionne très bien, mais comme je disais par rapport à la finale de Coupe du Monde, je l'imaginais beaucoup de fois, avant, et c'est arrivé pas exactement comme j'imaginais, mais pas loin de ça. Étienne Klein, si vous avez peut-être du mal à vous voir comme un ballon de rugby, est-ce que vous avez déjà plus à vous voir comme un proton? Comme un proton? Un proton? Non, un proton, c'est une particule composite, donc je ne me risquerais pas à l'imaginer. Mais déjà, imaginez ce qu'est un électron dans l'expérience des deux formes, par exemple. C'est un casse-tête sur lequel on est tous tombés et qui oblige à renoncer à l'imager par une image concrète. C'est-à-dire que la physique quantique, c'est justement une physique iconoclaste qui oblige à critiquer toutes les images qu'on essaie de faire des objets quantiques, justement. Mais pour répondre plus précisément à votre question, la question de savoir ce qu'est l'antimatière, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une antiparticule par rapport à une particule est une question que je me suis posée dès qu'on m'a parlé d'antimatière dans mes cours. Qu'est-ce que c'est que l'antimatière?
comment on peut l'imaginer? Alors mathématiquement, elle est décrite comme une particule qui remonte le cours du temps, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ça m'a occupé pendant pas mal d'années de comprendre le lien entre matière, antimatière, la causalité, le temps, enfin bref, des choses qui relèvent d'une forme d'obsession. Enfin, je pense que Jean, il pourra raconter des choses semblables, parce que lui, il a prédit l'existence d'une nouvelle particule, donc c'est encore plus fort que de s'imaginer les particules qu'on connaît déjà. Bon. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais interrogé là-dessus, mais comment il a pu imaginer le problème qui se posait à l'époque, je te laisserai la parole après, mais le problème qui se posait à l'époque, c'était que on connaissait une particule qui s'appelle le chaos neutre, et qui, d'après ce qu'on connaissait de l'interaction faible, devait pouvoir se désintégrer en deux autres particules qu'on appelle des muons. C'était prévu par la théorie, sauf qu'on ne le voyait pas. Aucune observation, aucune mesure, aucune expérience ne montrait cette désintégration. Et le mécanisme JIM, dont on a un peu parlé tout à l'heure, c'est l'idée, pour reprendre une analogie du rugby, c'est l'idée qu'il y a un chemin qui permet d'aller à l'essai. Parce que vous savez, en physique quantique, il y a toutes les trajectoires qui s'ajoutent, parce que la physique quantique est basée sur la règle de l'addition. Tous les chemins s'ajoutent et interfèrent. Et c'est la résultante de tout ça qui crée la possibilité d'aller du point initial, du point A, au point B, le point final. Et comme la théorie prévoyait qu'il y avait des chemins qui amenaient à l'essai, c'est-à-dire la désintégration de muons, ces trois physiciens ont imaginé un chemin supplémentaire pour annuler les autres chemins. Et donc ils ont prédit l'existence d'un quark charmé. Et je crois que ça s'appelle charmé parce que justement l'amplitude de probabilité que l'essai soit marqué s'annulait comme un charme. Charme, c'était plutôt magique. Oui, voilà, il y avait une sorte d'effet magique. Et donc c'est très difficile de s'imaginer ce qu'est l'antimatière par rapport à la matière. Mais moi je ne suis pas un créateur en physique, contrairement à Jean. Et je suis fasciné, je l'ai dit tout à l'heure, par les pères fondateurs de la physique quantique, mais aussi ceux qui, dans un contexte de crise donnée, enfin c'est pas une crise mondiale, c'est une crise en physique, disons, sont capables de trouver une solution extrêmement audacieuse, parce que prédire une nouvelle particule, c'est quand même pas si simple que ça. Comment est-ce que ça se passe? Quels sont les ressorts de l'imagination qui sont sollicités pour aboutir à ce genre de résultat? Ben, c'est, comme tu as dit, si tu vis avec un problème, je pense que là, on revient tous à la même question. Tu as un problème et ce problème, finalement, finit par t'obséder. Donc, tu vis avec ce problème. Tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à ça tout le temps. Et tu essayes d'imaginer toutes les configurations possibles qui pourraient t'aider à arriver à cette solution. Et parfois, tu as de la chance. Et là, c'est une chance. Maintenant, on parlait de hasard, ça c'est le vrai hasard. C'est pas l'autre. Bon, il faut le voir plutôt comme ça. Ça veut dire qu'on est vraiment pénétré totalement par un problème, on ne pense qu'à ça. On était à trois d'ailleurs à penser sans arrêt. Et à un moment, tu imagines beaucoup de solutions qui, chacun de nous trouvait une solution, 3 solutions par jour, et les 2 autres lui montraient que ça ne marchait pas. Et alors on recommençait, on changeait de rôle. Et à un moment, tu tombes sur la bonne idée, et à ce moment-là, ça devient tellement simple, parce que c'est simple. Tu dis, mais comment j'étais totalement idiot tout ce temps-là. Mais c'est vrai. Le plus spectaculaire, c'est plutôt après, lorsque ça devient une réalité. Lorsque vraiment parce que tant que c'était une idée dans ton esprit, mais le moment où ça devient réalité, c'est vraiment intéressant. Pour rebondir sur l'idée d'intelligence collective, Johnny Wilkinson, on vous présente souvent comme un buteur de légende, solitaire, concentré, qui marque parfois, comme dimanche par exemple, tous les points de son équipe, un serial buteur. Comment est-ce que vous arrivez à concilier
ce statut de mise en avant permanente avec le principe de collectif qui régit le rugby. Le rugby, c'est sans doute le sport d'équipe par excellence. Comment est-ce qu'on fait la part des choses? Sens du le rugby pour moi, c'est, comme tu as dit, c'est le sport, le vrai sport d'équipe. Moi, je suis d'accord avec ça. Et moi, ce n'est pas quelque chose que je dois essayer de faire parce que je le fais chaque fois. Je me rends compte chaque fois que tout ce que je fais, c'est le résultat les efforts de l'équipe. Alors comme ça, comme je disais plus tôt, on est toujours connecté. Alors c'est impossible d'avoir les occasions de marquer un penalty sans les avants qui créent qui méritent les penalties, qui travaillent très très fort, qui donnent tous qu'ils ont pour ça. Alors moi je suis juste la dernière partie de la chaîne dans un grand effort. Mais pour moi, j'ai lu il y a longtemps et c'est quelque chose que je regarde comme spécial, c'est que la meilleure façon d'atteindre les buts, les objectifs, c'est d'aider les autres à atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est pour moi, c'est super ça. Moi, je fais ce que je fais sur le terrain d'entraînement parce que je veux que l'équipe fasse du bien. Je veux que l'équipe gagne les matchs et je veux que tout le monde ressente les bonnes sensations, les bonnes expériences. Mais pour moi, c'est intéressant parce que moi, je suis obsessif, ça c'est sûr. Et je peux pas vivre avec le regret. Je peux pas. Et le plus grand regret que je peux avoir dans ma vie, c'est de faire décevoir les autres, Et pour moi, ça c'est terrible. Alors, je suis content de faire tout pour les autres et ça me fait beaucoup plaisir. Alors, je sais pas pourquoi, mais je déteste, c'est vrai, je déteste les images de moi quand je tape. Ouais, je ne les regarde jamais, sauf ce soir quand vous les mettez sur l'écran, mais non, je les regarde jamais. Je ne les regarde jamais, et parce que pour moi, c'est juste ça. Il y avait un autre joueur bien connu qui a dit une fois que le boulot de buteur, ça c'est le même que l'homme de poste qui met les lettres dans les boîtes aux lettres. Et quelqu'un a dit oui, c'était bien aujourd'hui, tu as marqué 9 sur 9. Oui, c'est une bonne sensation. Non, on n'applaudit pas l'homme de poste quand il met 9 lettres dans les boîtes correctes. Et moi, je pense exactement même que ça. Ça, c'est mon avis. Je pense que ça, c'est quelque chose, on s'entraîne pour ça, on essaie de le faire sur le terrain. Mais la chose, pour moi, qui va rester avec moi pendant toute ma vie, c'est les moments où tout le monde se connecte dans les actions, sans parler, sans dire, sans annoncer des choses. C'est juste quand on est tous sur le même longue d'onde. Merci. Le même longue d'onde. Ouais, longueur d'onde. Et ça, c'est pour moi le moment spécial. Moi, ça c'est ce que je cherche chaque fois qu'on joue. C'est le moment comme ça, quand on se connecte avec quelqu'un d'autre d'une façon plus profonde que les actions, que les sens, que les 5 sens. Pour moi, c'est les moments spéciaux. Alors, je joue pour ça. Je joue pas pour taper le ballon entre les poteaux ou à côté des poteaux. Je joue pour les moments spéciaux comme ça. Alors, ça c'est ça qui me conduit pendant les entraînements et pendant les matchs aussi. Et c'est spécial ça. Ça c'est pourquoi le sport de rugby c'est le vrai sport d'équipe.
Jean Eliopoulos, vous nous parliez des difficultés de gérer des équipes de plusieurs milliers de personnes. Et quand on voit, nous aussi, enfin, je pense tout le monde, jusqu'il y a encore quelques décennies, on avait une image du chercheur qui était assez solitaire, qui trouvait tout seul dans son laboratoire. Et aujourd'hui, les articles, notamment qui sortent du LHC, sont signés par plusieurs milliers de personnes. Alors comment on parvient à rester inventif, motivé et surtout passionné dans une équipe de plusieurs milliers de personnes? C'est vrai qu'il y a 2000 personnes sur une expérience, mais ils ne font pas tous la même chose. Il faut voir, justement, comme, vous savez, c'est pas très très loin du monde lorsqu'on regarde une construction sophistiquée, compliquée, c'est l'œuvre de plusieurs personnes, mais ce n'est pas l'œuvre de gens qui faisaient tous le même geste. Chacun avait son rôle et chacun doit être inventif. Justement, dans ce genre d'expérience, lorsque vraiment on doit pousser les limites, vraiment tout ce qu'on peut, les limites pas seulement techniques, mais aussi les limites d'analyse, comment on doit analyser les résultats. Eh bien, c'est justement il faut le voir comme 2000 individus qui travaillent, même s'ils travaillent en équipe, mais pas en équipe de 2000 forcément, c'est des petites équipes, et on travaille ensemble, mais c'est vraiment l'œuvre créative de chacun qui est mobilisée. Lorsqu'ils signent tous le papier, c'est très souvent parce qu'ils ont vraiment travaillé tous. Étienne Klein, vous qui avez vécu finalement cette expérience, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'atmosphère qu'il y avait au sein du LHC? Ça rejoint un peu l'image qu'on peut avoir du rugby quand on le regarde en spectateur. C'est-à-dire qu'il y a des très fortes intrications. Et en fait, il y a des automatismes qui viennent de l'entraînement. Le fait qu'il y a finalement, il y a des variables cachées entre vous qui créent de l'intrication. Ces variables cachées, d'après ce que j'ai compris, sont connues de l'équipe qui les partage et si possible inconnues de l'équipe qui joue contre vous. Et en même temps, il faut qu'il y ait des surprises. Sinon, le jeu est, j'imagine, facile à décoder, donc à contrer. Et il faut donc une espèce de dialectique entre le jeu d'équipe, la mise en scène des consignes de l'entraîneur, et puis une espèce de créativité individuelle. Je ne sais pas comment se fait la part des choses dans la tête d'un joueur. Quand vous êtes demi d'ouverture, c'est ça? Non mais... Tu as bien appris, ça va. C'est une publicité pour les cours particuliers, donc c'est-à-dire quand vous avez le ballon, vous êtes censé organiser le jeu, lui donner une certaine direction. J'imagine que dans votre tête, il y a 10 000 scénarios possibles qui se présentent. Comme en physique quantique, quand il y a un état superposé, il y a plusieurs résultats possibles pour une mesure, et à un moment donné, il faut réduire le paquet d'ondes. Et parmi tous les choix qui vous sont donnés, il y en a un que vous choisissez, consciemment ou pas, qui va ensuite déterminer la suite du jeu. Et donc, j'ai l'impression qu'au départ de l'action, il y a beaucoup de déterminisme. C'est des choses qui sont répétées à l'entraînement, il y a des consignes, il y a des stratégies, et plus l'action se développe, et plus le hasard se développe parce qu'on ne sait pas ce que va être le comportement des autres, on est fatigué, il y a l'aléa du ballon qui a quand même une forme bizarre. Les règles du rugby sont quand même incompréhensibles, c'est-à-dire si vous imaginez des martiens qui viendraient nous visiter en restant à une centaine de mètres d'altitude depuis leur soucoupe volante, s'ils voyaient un match de tennis, je pense qu'au bout de 3 matchs, ils ont compris les règles. Le football, ça sera guère plus. Mais le rugby, je pense qu'ils peuvent y passer des années à voir tous les matchs du top 14. Ils comprendront pas les règles, c'est impossible. D'ailleurs, ils n'auront même pas le ballon. Ils se diraient que peut-être il y a un ballon qui a été changé, qui est une sorte de boson de jauge de l'interaction rugbyistique. Mais ce mouvement qui est une sorte de contradiction cinématique, il faut aller de l'avant en faisant des passes qu'à l'arrière. C'est un Anglais qui a inventé Donc, si vous voulez un témoignage de spectateur, moi je regarde le tournoi des 6 nations, 5 autrefois, depuis toujours, sans rien y comprendre. Et ce que je guettais, c'était les moments où on a l'impression que de l'ordre va surgir du chaos. C'est-à-dire, moi je voyais des types à terre, un ballon
on ne sait pas trop où, mais visiblement ceux qui sont à terre savent où il est. Ce ballon sort et tout d'un coup il y a un vol de Lévy, c'est-à-dire une trajectoire très longue, une grande passe, et puis une espèce de musique qui se développe jusqu'à si possible un essai. C'est des scènes d'ailleurs dont j'observe qu'elles sont de plus en plus rares dans un match. C'est peut-être lié au gabarit des joueurs. Et puisqu'on parle de physique quantique, je voulais simplement dire que on peut faire aussi une lecture thermodynamique du rugby. Moi j'ai l'impression que c'est une histoire de fluide moléculaire et qu'il faut amener de la température, ou bien de la force, ou bien de l'énergie cinétique, ou bien de la puissance, ou bien de la masse simplement, à des endroits où chez l'adversaire il y en a moins. Et donc créer des déséquilibres thermodynamiques sur le terrain. Et il me semble que c'est avec cet œil-là que je regarde le rugby plus qu'avec celui de la physique quantique, que je trouve plus facilement applicable aux Rolling Stones, qui sont manifestement un groupe qui est plus que l'ensemble de ses parties. Johnny Wilkinson, je pense que Étienne vous a donné beaucoup d'idées. Est-ce que vous partagez ces... Oui, j'adore les Rolling Stones. Ouais. Est-ce que vous partagez sa vision, est-ce que vous comprenez sa vision du rugby de spectateur? Oui. En tant que joueur, j'entends. C'est pas exactement une vision. Hein, mais à propos au sujet d'énergie, oui, je suis d'accord avec ça. Le rugby pour moi, c'est un sport d'énergie. C'est un vrai sport d'énergie. C'est l'énergie autour de 30 joueurs sur le terrain. Et quand l'énergie, quand on trouve le meilleur façon d'accumuler l'énergie, de mettre l'énergie ensemble, quand tous les joueurs pensent, quand ils bougent dans la même direction, mentalement et aussi avec les pensées, avec le corps physiquement aussi, ça crée un change d'énergie sur le terrain. Et c'est un sport d'énergie, ça c'est vrai. En ce moment, ça ne veut pas dire que avec plus de taille, il y aura plus d'énergie, parce que l'énergie, ça vient de l'esprit et la connexion entre tous les joueurs. Et pour moi, on peut le sentir sur le terrain. C'est bizarre, mais on peut le sentir sur le terrain. On peut sentir le changement de momentum, ça c'est mon anglais, mais l'énergie comme ça, quand ça change. Et c'est impossible c'est impossible à combattre contre. C'est impossible de faire quelque chose pour empêcher le changement d'énergie. C'est juste, et ça pour moi, c'est une des choses inconnues. Et pour moi, ça c'est quelque chose que je ne vais jamais comprendre sur le terrain. On essaie de créer l'énergie positive avec les autres jeux, d'essayer de trouver le bon tactique pour avancer, pour ne pas reculer, pour tout ça. Mais c'est juste, alors la saison dernière, on avait des joueurs de partout. C'était impossible à dire. Il y avait peut-être moitié qui ne parlaient pas la même langue. Alors c'était impossible de comprendre tous les joueurs sur le terrain. Mais on avait quelque chose entre nous, difficile à l'expliquer, mais c'était possible de voir l'effet sur le terrain. C'était incroyable, mais c'était impossible à entraîner. C'est impossible à enseigner. Pour les entraîneurs, je pense qu'il était exactement comme nous. Il était complètement... il se met en question un peu par rapport à d'où c'est venu. Mais l'énergie, c'était là. Et c'est pour moi, ça c'est une des choses très spéciales autour de ça. On peut le sentir, l'énergie aussi dans le vestiaire avant, l'énergie d'angoisse. Et sur le terrain, ça change, ça devient une énergie très positive. Et c'est bizarre, mais si je commence à le comprendre, je pense que je serai le seul sur le terrain. Johnny Wilkinson, quand on est professionnel de rugby et qu'on est payé pour tous les matins se lever, aller à l'entraînement, comment est-ce qu'on conserve la passion qui nous a fait choisir le rugby comme un choix de vie? Je pense que je vais avoir quelque chose en commun
avec tous les deux ici, avec les professeurs de quantique, de sciences quantiques, parce que pour moi, le rugby c'est la vie en miniature. C'est pas un sport pour moi, c'est pas un boulot, c'est pas quelque chose que je fais chaque matin et puis le week-end. C'est quelque chose que je vis et pour moi c'est une façon de vivre. J'utilise les mêmes valeurs quand je joue que j'ai dedans moi quand je vis ma vie quotidienne. C'est intéressant, mais ça c'est partie de ma vie. Alors je ne me réveille pas pour faire du boulot. Je me réveille le matin pour apprendre et pour essayer de mieux faire des choses et de m'améliorer. Et comme ça, tout ce que je fais là avec l'équipe, tout ce que je fais, c'est partie de ça. Alors on prend la décision de faire quelque chose et de faire du bien ou avec 50 ou 50% ou 2 alors moi j'essaie de donner tout quand je fais quelque chose et comme ça je vais apprendre comment m'améliorer et aussi en même temps si c'est quelque chose correct pour moi, si c'est quelque chose apte pour moi. Et moi je n'ai jamais eu une mauvaise réponse. Pour moi, le rugby et moi, on reste ensemble tout le temps et jusqu'à la fin. Et j'espère que ça continue. Merci pour cette belle réponse. Étienne Klein et Jean Eliopoulos, visiblement vous avez quelque chose en commun. Alors je sais que vous dites que vous êtes un être quantique. Alors on pourrait dire que Johnny Wilkinson est un être rugbystique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous aussi vous voyez comme ça une grille de lecture quantique de la réalité et du monde? Non, vous nous avez présenté comme physicien quantique, on n'est pas physicien quantique. Enfin, la constante de Planck, elle est la même pour tout le monde. On n'est pas plus quantique que n'importe qui. D'ailleurs, d'un point de vue physique, nous sommes des êtres classiques. C'est-à-dire, si je lance un être humain dans l'espace, il va avoir une trajectoire parfaitement déterminée, comme une particule classique. Et donc, nous sommes physiquement des êtres classiques. C'est un grand problème qui a été en partie résolu de comprendre pourquoi à l'échelle microscopique, le monde est quantique, et à l'échelle macroscopique, il est classique. Mais je fais simplement observer qu'on ne pourrait pas jouer au rugby à l'échelle quantique, enfin à l'échelle microscopique. Le rugby quantique, c'est une contradiction dans les termes. Parce que les types à cette échelle-là ne pourraient pas faire de passe. Quand on marquerait un essai, alors par effet tunnel, ça serait possible, et on se disputerait pour savoir si la balle est de ce côté de la ligne ou de l'autre côté, et je pense qu'il y aurait des problèmes d'arbitrage assez sévères. Il y aura un arbitrage indéterminé. Et simplement, je pense que psychiquement, nous sommes quantiques. C'est-à-dire que nous sommes dans un état superposé. Dans notre esprit peuvent cohabiter des envies contradictoires, des idées contradictoires, et parfois nous devons faire des choix, c'est-à-dire, pour parler comme un physicien quantique, entre guillemets, réduire notre paquet d'ondes. Et la vie, c'est développer des possibilités et puis faire des choix. Et donc notre esprit, notre conscience, disons, est un mode de fonctionnement, toute proportion gardée et en se méfiant des métaphores qui en l'occurrence peuvent être dangereuses ou des analogies trop appuyées. Il y a quelque chose de quantique dans notre cerveau qu'il n'y a pas dans nos corps. Et, Jean Eliopoulos, Johnny Wilkinson vient de nous dire que pour lui le rugby c'était pas simplement un métier et qu'il vivait, il se levait en pensant et à comment ça allait lui apporter des choses dans sa vie de tous les jours. Est-ce que vous ressentez la même chose pour la physique quantique? Bon, la physique en général, c'est pas la physique quantique, oui. Je pense que c'est quelque chose c'est un sentiment qui est assez répandu chez beaucoup de gens qui aiment vraiment ce qu'ils font comme une passion. Si vous voyez ce que vous faites comme une passion, que ce soit le rugby, que ce soit la physique, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, ce sera pareil. N'est-ce pas? Ça veut dire que vous aurez toujours le sentiment de vivre avec ça. Ce n'est pas quelque chose que vous laissez
de côté, que c'est vraiment, vous le faites un certain nombre d'heures et après vous oubliez. C'est quelque chose qui vous accompagne, qui vous, partout dans votre vie quotidienne, le soir, le matin, à midi, n'importe quand. Donc ça, c'est un sentiment que je pense est assez partagé par des tas de gens. Vous venez de nous parler de beauté. En rugby aussi, on parle de beauté, une belle action, on parle de belles passes, de beaucoup de pieds. En mathématiques, on parle de belles équations, de belles solutions. Qu'est-ce que c'est que ce concept de beauté? Est-ce que c'est le même en rugby? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un beau geste au rugby? Je pense que ça demande à laquelle tu demandes la question. Oui, pour moi, tu poses la question, pardon. Parce que pour moi, la beauté, ce n'est pas le drop à la fin du final demi-toile. Ce n'est pas ça, mais moi, je respecte le chemin et comment c'est arrivé. Oui, je respecte ça et j'adore ça, mais pas le geste à la fin. C'est pas ça. Pour moi, si on va parler de ça comme quelque chose de beauté, ça commence avec le coup d'envoi. Coup d'envoi parce que on était 17-17 parce que l'équipe australienne ils ont marqué une pénalité juste avant et on avait, je sais pas, peut-être 100 secondes pour gagner le match. Et contre une équipe au niveau international, ça c'est vraiment difficile. Mais contre les Australiens en Australie, au dernier moment de la finale de Coupe du Monde, on peut être sûr qu'ils étaient prêts pour tout. Mais alors, on a dû trouver la solution, la meilleure solution. Et c'était quelque chose qu'on a fait complètement ensemble. Chacun sur la même longueur d'onde, chacun a su son job, son boulot. Et alors, on a commencé avec le coup d'envoi, on a tapé le coup d'envoi dans le coin, en sachant qu'ils allaient envoyer le ballon en touche. Et comme ça, on aurait le touche 45 mètres de la ligne. Alors, on fait ça. Puis, c'était pour le touche, les avants dans le touche de gagner le ballon, un bon ballon, pour que nous puissions avancer sur le terrain. Alors, ils ont fait ça. Très bien. Ça, c'est le talonneur qui doit le lancer. Il a fait son boulot. C'était les avants qui enlevaient le sauteur. Super, contre l'équipe, chaque fois, la précision. Puis le ballon à moi, j'ai donné le ballon à quelqu'un d'autre qui pour faire le travail fort. Moi, je reste juste à côté, mais il a pris le ballon, il a avancé très bien. Et puis on est tous dans le zone, on le dit en anglais, le zone. C'est impossible à dire comment on le fait, mais après ça, on avait 15 joueurs qui bougeaient les lignes comme c'était écrit avant. C'était bizarre. Ils ont fait ça, le demi-mêlée. Matos a fait une faux passe. Puis il a cassé la ligne et fait ça. Il a pris il était un contre l'arrière. Il a essayé de marquer l'essai, mais il n'est pas arrivé. Puis les avants, ils ont fait un peu de ça pour avancer juste entre eux. Et puis Martin Johnson, on l'a vu, le capitaine, il a décidé de prendre le ballon encore une fois parce qu'il voyait que la défense était prête pour essayer d'empêcher le drop. Et puis moi, tout le temps, je savais que c'était moi au bout de la chaîne qui a dû taper le ballon. Alors c'était comme ça, toute l'équipe ensemble, et c'était pour moi à la fin, on l'a fait, et on l'a fait
Et on avait 30 secondes juste avant la fin de le match. Et pour moi, ça c'est la chose entière, ça c'est la beauté. C'est pas le geste à la fin, c'est juste d'avoir la capacité d'agir, de connecter avec les autres comme ça, de trouver un moyen plus profond de communiquer avec les autres, plus profond que les mots et que les signes, mais quelque chose qui je sais pas, qui est venu de les entraînements, de le temps qu'on a passé ensemble dans les restaurants, pas dans les boîtes, mais dans les restaurants jusqu'aux boîtes, dans les hôtels, tout ça, c'est venu de tout ça. Et la beauté, c'est le résultat de tout l'effort quand ça arrive comme ça, mais c'est pas un geste, c'est la connexion entre tout le monde. Étienne Klein. Oui, moi je trouve ça très beau comme exemple, mais ça rejoint la notion de beauté en physique. Elle n'est pas dans le geste particulier, ponctuel d'une personne. C'est toute une filiation, toute une histoire. C'est les histoires qui sont belles, c'est pas tellement les idées en elles-mêmes. Et on peut prendre comme exemple tout cet enchaînement qui va de une espèce d'expérience de pensée qu'Einstein fait en 1907. Il s'imagine en chute libre et il comprend que quelqu'un qui est en chute libre ne sent pas son propre poids. Puisque quand on tombe comme les objets qu'on a avec soi. Le parapluie tombe comme nous, le chapeau tombe comme nous. Donc par rapport à nous, les objets sont en apesanteur, ils ne sont pas soumis à la gravité. Et donc la chute annule localement la gravité. Cette idée, il l'a tout seul dans son bureau des brevets à Berne en 1907, et ça le travaille, ça le bouleverse même. Ça le travaille, et 10 ans plus tard, il propose la théorie de la relativité générale, c'est le geste final, mais il y a eu des tas d'étapes de la collaboration avec Bessot, avec Grossman, avec d'autres. Il s'est trompé, il a fait un faux calcul sur l'avance du péril de Mercure, il a rebroussé chemin, il a changé d'avis, il a changé de tenseur, etc. Il y a toute une histoire très compliquée, et c'est tout cet ensemble qui est beau, beaucoup plus que simplement le résultat qu'en général on se contente d'enseigner. C'est toute l'histoire qui est belle. Simplement, il faut se méfier parce qu'on dit souvent les belles théories sont celles qui sont vraies. Par exemple, Paul Dirac, qui a prédit l'existence de l'antimatière, avait comme guide l'esthétique, la beauté. Il voulait une belle équation. Et quand on lui demandait, mais qu'est-ce que c'est qu'une belle équation? Il répondait, si vous êtes mathématicien, vous comprenez ce que je veux dire. Et si vous ne l'êtes pas, je ne peux pas vous l'expliquer. Donc, simplement, après, il a écrit des choses intéressantes sur la notion d'invariance, comment saisir un élément de réalité. Enfin, on peut discuter très longtemps de cet aspect de la question, mais il n'y a pas identité entre le vrai et le beau. C'est-à-dire qu'il y a des très belles théories qui sont complètement fausses. Et donc, c'est ça qui est intéressant en physique, c'est qu'il y a une espèce de dialectique entre la vérité et la beauté qui n'est pas simple. Il y a des théories scalaires de la lumière qui sont magnifiques et qui sont complètement fausses. Et puis, le mécanisme de Higgs, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure en physique des particules, il y en a qui disent que c'est une brisure spontanée de symétrie, c'est pas très élégant, enfin, on aurait préféré quelque chose de plus symétrique pour que ce soit justement plus esthétique. Donc on peut discuter à l'infini, sachant qu'à la fin, quand une théorie a fait ses preuves, on la trouve belle. Alors là, je pense que Jean Iliopoulos est tout à fait désigné. Non, bon, c'est la beauté, c'est comme dans l'art. On a toujours du mal à définir qu'est-ce que c'est que la beauté, n'est-ce pas? C'est assez... Seulement, bon, c'est que justement, tu as parlé de Dirac, et c'est vrai, il disait, bon, si vous travaillez là-dessus, vous reconnaîtrez tout de suite que c'est quelque chose qui est beau. Et je pense que c'est pareil dans l'art. Si on n'a pas vraiment la culture d'une certaine forme artistique, probablement on sera moins sensible à la telle ou telle beauté. Et c'est pareil avec le sport. Quelqu'un qui est sage, je peux vous le dire, la première fois que j'ai regardé un jeu de rugby, je n'ai pas trouvé ça au départ beau parce que je ne reconnaîtrais pas vraiment le geste. Ça a mis du temps. Lorsque j'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose de plus que le contact physique, qui est la première chose qu'on voit et à ce moment-là, on se rend compte vraiment qu'il y a une beauté du geste, une beauté de l'ensemble, de toute l'équipe, comment l'équipe évolue sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est beau
même si on a du mal à définir le terme de la beauté. Tu parlais de symétrie tout à l'heure. C'est pas évident qu'une image la plus symétrique possible serait la plus jolie. Par exemple, si on voit un visage humain, une jolie fille, par exemple, c'est pas forcément la symétrie parfaite qu'on trouverait. Justement, on ne peut pas définir qu'est-ce que c'est. C'est pourtant ça qui vous a inspiré, entre autres, pour trouver le procédé Jim, non? La recherche d'une symétrie. Oui, mais c'était pas, non, au départ, c'était pas pour ça. C'était pour des raisons, Klein l'a bien expliqué, Étienne. C'était pour des raisons pratiques expérimentales. Il y avait un problème expérimental qu'on n'arrivait pas à comprendre. Et vous savez, la démarche du physicien, du scientifique, c'est de comprendre comment fonctionne la nature. N'est-ce pas? Et c'était ça notre démarche. Bon, il s'est avéré que la solution était plus symétrique, plus jolie d'une certaine façon, mais c'était comme ça.